Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission La Vérité en marche, 10 minutes pour convaincre mon invité. On ne peut plus d'actualité cette semaine et Catherine Massoudi, iranienne, exilée en France depuis 47 ans après la chute du Shah. Dans le contexte de tensions extrêmes en Iran, son témoignage résonne comme un cri du cœur. Des propos qui n'engagent que sa propre conscience et celle de milliers d'Iraniens exilés partout dans le monde. Il s'agit bien sûr d'une opinion et non pas d'une prise de position. Bonjour Catherine. Bonjour Laurence. Avant toute chose, nous enregistrons aujourd'hui cette interview dans votre restaurant, le Graouli Persan à Metz. Curieuse appellation qui mêle votre volonté d'intégration au respect de vos racines. C'est un vrai symbole pour vous d'être ici? Bah oui, bien sûr, mais c'était vraiment un mélange de cultures, parce qu'en Iran aussi, on a des graoulis, mais c'est nettement plus effrayant que le vôtre. Que le nôtre. Donc pour moi, le graouli étant le symbole de Metz, moi étant perse, ça allait de soi de D'accord, ça coulait l'appeler de tel source. quel. Ça coulait de source. Ça coulait de source. Alors Catherine, je vais vous demander en quelques mots de vous présenter, tout simplement. Eh ben, comme vous avez entendu, je m'appelle Catherine Massoudi, mais Catherine, c'est mon nom francisé. Oui. Donc, mon prénom, en fait. Et donc, j'ai quitté l'Iran quand pour moi, ces criminels ont envahi l'Iran. Pour nous, c'est des envahisseurs. Et donc, ça collait pas du tout. Moi, j'étais une femme, j'étais libre, j'étais sans foulard. Je luttais bec et ongle contre ces gens-là. Et ça leur plaisait pas. On a fait un bras de fer. Malheureusement, pour moi, ils ont gagné. J'étais obligé de quitter mon pays. Il y a 47 ans Il y a déjà, donc 47 ans, maintenant, 79. Oui. oui, ça date. Revenons justement 47 ans en arrière. Comment vous l'avez quitté, votre pays natal? Comment s'est passé? Vous avez pris cette décision, on a compris pourquoi, mais comment ça s'est passé? Bah, c'était très difficile parce que quand vous partez, vous avez une valise très lourde. Et en même temps, il n'y a rien dedans. Il n'y a que les souvenirs, les parents, les amis, la famille, votre pays, le sol, la terre. Et c'est ça qui est le plus difficile. C'est pas vraiment de partir. Quand vous partez, que vous savez que vous pouvez revenir en tant que touriste ou même volontairement vous partez Hein? pour travailler. Mais quand vous savez que vous allez quitter un endroit, que vous ne savez pas si vous pouvez revenir ou pas, vous enterrez une grande partie de vous là où vous étiez né, où vous avez tous vos souvenirs. C'est un vrai déracinement, Ah oui, mais c'est la mort dans l'âme que la vous mort dans partez. l'âme. La France, terre d'accueil, c'était une évidence pour vous? Pas du tout. C'était pas la France le premier choix alors? Pas du tout. C'était quoi? Ben, parce que j'avais mon frère qui était aux États-Unis. Et en général, on parle notre deuxième langue, il faut le savoir. Nous, on fait nos études en langue persan, mais le deuxième langue, c'était l'anglais. Mes parents, c'était le français, mais nous, c'était l'anglais. Et donc, par conséquent, on allait naturellement vers les pays anglophones. Mais il y avait des conflits avec les États-Unis, et moi, comme j'avais fait le droit, Ouais. euh, on a dit, bon, je vais aller en France, je fais mes études, et on était sûr que ces gens-là, ils vont tomber. Donc j'ai fait 2 DEA de droit ici en espérant qu'ils partiront ou qu'ils tomberont. Oui, vous voyez repartir et Ah bah retourner en oui, Iran mais oui, comme tous les Iraniens qui ont quitté l'Iran à cette époque-là. à cette époque-là. Voilà. Donc, vous arrivez en France et comment vous atterrissez à Metz plus précisément? Ah, j'ai atterri d'abord à Paris. D'accord. Je suis resté quelques jours et après je suis allé à Poitiers. Parce que j'avais un oncle qui était pédiatre qui habitait à La Rochelle. Et donc, je suis allé à La Rochelle, je suis allé dans l'île Dorée, j'ai appris le français. Je suis parti à Poitiers pour faire le droit pénal. Et puis, bah, ensuite, j'ai connu quelqu'un qui était à Paris, bah voilà, un Iranien évidemment. Et je suis revenu, enfin, je suis parti à Paris, je me suis réinscrit à la Sorbonne, donc j'ai fait un DEA aussi. Et puis, bah, je suis resté, et comme ces gens-là, ils partaient pas, il fallait travailler. Et comme j'avais pas un caractère d'être salarié quelque part, bah, j'ai fait mon entreprise, avec l'aide de mes parents, évidemment. Évidemment. Et vous avez atterri à Et Metz. là, je suis venu à Metz parce qu'on est venu un week-end à Metz. Et vraiment, je suis tombée amoureuse du centre-ville de Metz. Mais De la vraiment, ville. de la ville. Je vous comprends parfaitement, je ne sais Voilà. pas pourquoi. Non, non, vraiment. Alors, ouvrir à Metz un restaurant de spécialité iranienne, c'est donc, de ce que vous dites, une vraie fierté quand même. Baby, c'est pour montrer. D'abord, ça fait mon petit Iran à moi. Voyez-vous? Et en même temps, c'était pour faire connaître la culture perse
la culture iranienne, à mes compatriotes français qui n'avaient pas, surtout la jeunesse, ils n'ont pas d'idée de ce que c'est l'Iran, sa grandeur, sa culture, son histoire. Et donc, c'était ça, en fait. Donc, j'ai ouvert le restaurant et j'en suis très contente de parler avec les Messins et les Messines. On le sent, on le sent bien, Cathy. Alors, loin de votre pays, comment vous vivez cette tragédie avec ces dizaines de milliers d'opposants exécutés ou massacrés par le régime en place? Alors, il faut savoir que, malheureusement pour nous, les gouvernements occidentaux, je ne parle pas des États-Unis, Oui. l'Europe, ça fait 47 ans qu'ils défendent bec et ongle ces criminels. Alors, on sait à peu près la raison pour laquelle ils le font. Mais nous-mêmes, en Iran, ça fait 47 ans. Si vous regardez, tous les 2-3 ans, les Iraniens sont dans la rue. Et tous les 2-3 ans, il y a le massacre. Le dernier massacre, c'était il y a 3 mois, 42 000 personnes mortes. Et là, en ce moment, ils sont en train d'exécuter les prisonniers. Et c'est vraiment... Alors, ils ont coupé l'Internet et tout le reste. Donc, notre devoir à nous, c'est de être leur voix. C'est pour ça, tous les dimanches, je suis à Paris pour aller manifester, ou dans d'autres endroits, quand le prince héritier, il demande à ce qu'on y soit. Donc, nous avons en quelque sorte leur porte-parole, malgré qu'ici, la télévision ou la radio, quelques-uns, ils disent vraiment un peu la vérité, mais la majorité du temps, c'est des bêtises. Très bien. Voilà. Alors, que représentent pour vous aujourd'hui, justement, les mollahs? C'est la mort, le vol, la criminalité, des mensonges. Ils ont tout ceci en eux. C'est leur ADN. Parce qu'en fait, si vous voulez, les chiites, je parle, ceux qui sont en Iran, leur devise, c'est il faut que le monde soit en guerre, malheureux, ce que vous voulez, pour que leur 12e imam qui a disparu dans un puits il y a 1400 ans réapparaît. Et c'est ça que les Européens, surtout, ne comprennent pas. Ces gens-là, ils cherchent la guerre, ils cherchent la mort pour que le 2e imam, il apparaisse. Et c'est ça le vrai danger. Mais que les gouvernements européens, ils sont loin d'imaginer leur idéologie, mais maléfique, vraiment. Alors Catherine, qu'est-ce que représente encore aujourd'hui pour vous le Shah d'Iran? Tout. Tout. Moi, j'ai vécu là, à l'époque de roi. Je l'ai vécu. Nous avions des droits que vous étiez loin de l'avoir. Nous avions le droit de vote. 40 ans après nous, c'est les Suisses qui l'ont eu. Nous avions de école maternelle jusqu'à la fin de vos études, les études gratuites. Quand je vous dis gratuit, c'était vraiment... Même les livres, on ne l'achetait pas, pour vous dire. La seule chose qu'il y avait, on donnait une promesse, on signait un contrat avec l'État pour que le 8 années à venir, on travaille pour l'État, ce qui était normal. Vous êtes loin d'imaginer, on avait l'armée, les femmes, nous, on faisait l'armée 2 ans. Et le système de l'armée, je prends juste un peu plus de temps sur cette question et je vous dirai là. On avait 3 armées. Il y avait l'armée de terre, l'air et maritime. Mais dans l'armée de terre, ils avaient fait 3 branches. L'armée de savoir, l'armée d'hygiène et l'armée de construction. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Nous, les étudiants, ils nous prenaient, on faisait 6 mois de caserne et les 18 mois restants, ils nous envoyaient dans les villages les plus lointains d'Iran. Alors moi, j'avais fait le droit, j'étais dans l'armée de savoir. Donc je donnais des cours à des enfants, des femmes, des hommes, pour qu'ils savent lire et écrire. Oui. L'armée d'hygiène, c'était les médecins, les infirmières, les kinés, ce que vous vouliez. Ils faisaient des vaccinations, ils apprenaient aux femmes pour les contraceptives, etc. Et l'armée de construction, ils prenaient les villageois et ils faisaient des routes, de l'eau, je sais pas moi, de l'électricité. Vous vous rendez compte ce qu'on avait nous et qu'on a tout ça, on l'a perdu. Et je vous signale que même maintenant, les femmes françaises qui font pas la féministe, etc., service militaire, mais nous, on faisait le service militaire il y a 50 ans. Et ça nous apprenait tout. Voilà. Et on a perdu tout ça. Alors, comment vous vivez l'intervention massive aujourd'hui des États-Unis et d'Israël? Est-ce qu'on a affaire pour vous à des libérateurs ou à des envahisseurs? À des libérateurs. C'est même pas la libérateur. C'est une aide. Regardez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Américains, ils sont venus nous aider. C'était pas des fâcheux. C'était des libérateurs. Évidemment, c'était dans leur intérêt. Nous, on a demandé de l'aide parce que tout seul, avec les mains vides, comment voulez-vous
allaient faire la résistance avec les Kalachnikov par milliers, avec des mitraillettes. C'est impossible. 42 000 morts. Regardez, ça fait 40 jours que les États-Unis et l'Israël, ils bombardaient l'Iran, il y a eu 3 000 morts. En 48 heures, les mollahs, ils en ont tué plus de 42 000. Vous vous rendez compte la différence? Donc, pour nous, nous avons demandé de l'aide. Les Européens, ils ont fermé les yeux. Là, ils défendent les mollahs. Tiens, ils ont invité les mollahs à l'ONU pour les droits de femmes. Et la France a voté pour ça. Les Européens ont voté pour ça. Vous marchez sur la tête, vos gouvernements, ils marchent sur la tête. Donc, nous sommes seuls. Parce que l'Iran, c'est comme un morceau de gâteau et que tous les gens, tous les pays, ils sont autour. C'est un pays extrêmement riche, avec des gens assez intelligents et cultivés. Et ça fait peur à tout le monde. Ça n'a aucun intérêt à ce que l'Iran soit libre, pour aucun pays. Autour de nous, la Turquie. Vous croyez que si l'Iran est libre, les touristes, ils vont aller en Turquie? Les Émirats. D'ailleurs, si vous regardez tous les pays autour de nous, le plus vieux, c'est la Turquie, 120 ans. L'Iran, 7000 ans. Donc, ils vont faire la différence. Et c'est ça qui fait que nous avons... Alors, maintenant, l'intérêt des États-Unis et l'Israël coïncide avec les nôtres. On en profite. Donc, ce sont des Des libérateurs. À quel moment le peuple iranien va-t-il, à votre avis, pouvoir reprendre en main son destin? Ça va arriver? Dans pas longtemps. Je peux vous le garantir. Je vais vous dire une chose. Ce gouvernement, ce régime, dans un pays où il y a 90 millions, imaginez la France. Tiens, Macron, 10%. Eux, ils ont 5%. Comment voulez-vous gouverner un pays où il y a un océan de sang entre vous et le gouvernement? Ce pays, c'est ingouvernable avec ce régime. Donc, avec ou sans être des Européens, j'en parle même pas. Oui, on a compris. On va se rappeler de ceux qui étaient à notre côté ou pas. Parce que, je vous dis encore une fois, ça va peut-être prendre du temps, mais on va libérer notre pays. Et dans ces cas-là, on va se rappeler les contrats. Et vous croyez que Total, il va mettre un orteil en Iran? Là, je vous garantis qu'on va se rappeler de tout ceci. Ce qui veut dire que l'Iran, pour nous, c'est... On attend un peu. Là, encore dans 2-3 jours, soi-disant, ils vont négocier. Mais pour nous, il est beaucoup affaibli. Ils ont même tapé les commissariats. Donc, pour nous, leur force de répression a beaucoup diminué. Et on attend que le prince héritier demande comme on a fait en mois de janvier, et qu'on reprend, ça va venir, vous allez voir, ça va venir. C'est leur dernière respiration, là, vous allez voir. Alors, comment vous avez réagi, vous, à l'exécution d'Ali Khamenei, le guide suprême, le 28 février? Ça restera pour vous quand même une date historique? Pas vraiment, non, pas vraiment. On était contentes, mais pas vraiment. Enfin, on a bu quand même 3-4 bouteilles de champagne, ça c'est la vérité. On a dansé dans tous les pays, vous avez vu les extraits, je crois. Oui. Mais c'était pas... on aurait préféré de l'arrêter. Et vous voyez ce que je veux dire? C'était trop brutal. Bon, déjà, on ne s'attendait pas à ce que... Et le pauvre, il n'a même pas compris qu'il y a eu la guerre. Parce qu'il est mort dans les 3-4 secondes avant que la guerre commence, pour de vrai. Alors que c'était son rêve de résister devant les Américains et tout ça, blabla. Mais en même temps, on est très content de la tête est coupée. Mais lui, c'était vraiment un pantin. En réalité, c'est les gardiens de la révolution qui gouvernent l'Iran. Et les Européens, ils vont négocier avec ces gens-là. Ben, allez-y négocier, on verra bien ce que ça donne. Voilà. Alors, après toutes ces informations, une question qui me paraît super importante, Catherine, pour vous, où se situe votre avenir? En Iran. En Iran. Vous avez décidé de repartir en Iran? Ah, mais c'est certain. Il n'y a pas que moi. Oui. Nous sommes 10 millions d'Iraniens à l'étranger. Je vous donne juste un exemple. Quand le prince héritier, le 14 février, il a demandé un rassemblement à Munich, parce qu'il y avait des décideurs de l'Europe, des États-Unis et tout ça, on était 320 000, vous vous rendez compte, à Munich. De toute l'Europe, on est allé. Moi, j'ai conduit 7 heures aller, 7 heures retour et 6 heures sous la pluie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est 320 000. Toronto, 650 000. Washington, 600 000. En Australie, pareil. On était tous dehors pour qu'on puisse faire comprendre à l'Occident que nous avons un leader. Et ce leader, c'est le prince héritier, qu'ils le veulent ou pas. Voilà, Très bien. c'est tout. Ça a le mérite d'être clair. Voilà. Alors Catherine, maintenant, on a eu beaucoup d'informations, mais vraiment extrêmement riches et très clairvoyantes, on peut le dire.
On va essayer maintenant de mieux cerner votre personnalité qu'on sent très punchy, hein. Vos racines, vos aspirations, etc. C'est un face-à-face un peu tonique, Cathy. Je vais vous proposer à chaque fois 2 options. Vous pouvez en retenir qu'une seule. D'accord. Bon, vous pouvez commenter, mais de façon très très brève, hein. C'est plutôt Avec comme un plaisir. jeu, un jeu de ping-pong. On va Je vous en prie. découvrir un peu vos traditions, vos richesses, votre Bien culture. sûr. Allez, c'est parti. Et vous m'excusez déjà par avance si jamais je ne prononce pas forcément correctement chaque mot. Vous avez le droit de me reprendre. Je vous On en prie. commence avec les symboles. Le rouge ou le vert? Rouge. Ça se voit un petit peu. Le lion ou le taureau? Lion. Le rossignol ou le faucon? Faucon. Maintenant, un petit tour vers la gastronomie. Alors, le chello kebab ou le coucou? J'ai le kebab. J'avais presque juste. Et que peut-on boire? Le abdoug ou le charbat? Dour. Ok. La chanson maintenant. Sarah Hamidi ou Barbara Pravi? Hamidi. Hamidi, oui. Alors, Sarah. ok. Richesse du patrimoine iranien, donc Persépolis ou Ispahan? Difficile. Vous avez le droit de dire les Persépolis. Persépolis. Le bazar de Téhéran ou le palais de Golestan? Palais de Golestan. Metz ou Téhéran? Téhéran. Catherine, il faut déjà conclure cet entretien qui vraiment m'a bien secoué, m'a bien remué, j'avoue honnêtement. Merci en tout cas pour votre dynamisme, pour la clarté de vos réponses, pour votre honnêteté et puis vos positions qui sont claires. Pour clore cette rencontre passionnante, je vais vous demander, Catherine, de choisir un mot. Un mot qui pour vous a du sens, qui porte un peu vos valeurs, qui représente quelque chose dans cette vie. Ça serait quoi ce mot? La liberté. La liberté. Ben, bientôt vous la... Oui. Oh, je vous l'aurai, c'est l'avez, sûr. et vous l'aurez en retournant là-bas Certes. bientôt. Je vous assure qu'on l'aura. Merci beaucoup Catherine, en tout cas je vous souhaite Merci beaucoup. plein de bonnes choses. Merci de m'avoir Merci accueilli. de m'avoir donné le temps d'exprimer la voix du peuple iranien. Ça m'a fait vraiment plaisir. Je vous souhaite plein de bonnes Partagez. choses. Prenez soin de vous. Merci Et moi beaucoup. je vous dis à la semaine prochaine, nouveau lieu, nouvel invité bien évidemment. Comme je viens de le dire à Catherine, je vous le dis à tous, prenez bien soin de vous et merci pour votre fidélité. Bye bye. Merci beaucoup.